cet exercice-là est réussi s'il a lieu. Il n'est pas réussi parce qu'on donne beaucoup de choses. Il est réussi parce qu'on se pose la question, moi, je considère. Puis avec mes enfants, on a comme analysé ça. Puis ça fait partie de la vie. Puis des fois, ils donnent plein d'affaires. Des fois, ils donnent peu de choses. Vous écoutez Centré sur l'équilibre, le balado du Stromspa nordique. Découvrez un contenu bien-être avant-gardiste et audacieux offert en partenariat avec nos collaborateurs aux expertises variées. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Bienvenue au balado. Merci de passer les prochaines minutes avec nous. Aujourd'hui, on va s'alléger des objets, mais aussi de tout ce qui nous alourdit, les idées, des pensées, des relations aussi. On a deux invités qui sont expertes de ce sujet-là. On a Ariane Martel-Labrec. Bonjour Ariane. Bonjour. Alors, tu es fondatrice de Allô Printemps. C'est joli comme nom. C'est une entreprise qui fait du désencombrement avec les gens, c'est exact. ça? Et tu as aussi des études en architecture. Oui. Donc, tu connais bien les espaces, comment les rendre un petit peu plus agréables. Merci d'être avec nous. On a décidé aussi d'inviter Geneviève Beaulieu-Pelletier, qui est psychologue clinicienne, mais également autrice et conférencière. Merci d'être avec nous. C'est un grand plaisir. Très heureuse d'aborder ce sujet-là avec vous aujourd'hui. Ben, c'est tellement un beau sujet, le désencombrement, autant dans les objets qu'à l'intérieur de nous. J'ai envie de commencer avec une question peut-être plus personnelle. De quoi vous avez de la difficulté à vous départir vous-même? Peut-être, Ariane, en commençant? J'ai de la difficulté à me départir. Ah, c'est bête. Des couvertures. C'est la seule affaire que, je sais pas pourquoi, c'est la seule affaire que j'accumule sans raison, les couvertures. Vous m'avez jamais posé cette question-là. Elle est très bonne. Oui, des couvertures, ouais, c'est je sais pas pourquoi. On dirait que pour le reste, j'arrive à être assez rationnelle, puis pour les couvertures, je suis comme, ah oui, t'en as combien, par exemple? Ben, j'en ai pas tant que ça. Mais tu sais, j'en ai plus que j'ai de lits, mettons. Peut-être 6, 7 de plus. Ah oui. Mais c'est pas un très gros problème. J'arrive à les comprimer. Ben oui, j'imagine, en étant une experte du désencombrement, tu dois avoir des trucs que nous, on n'a pas. Mais moi, j'ai regardé chez moi, qu'est-ce que j'accumulais? C'était surtout des dessins d'enfants. Et j'en ai des boîtes et des boîtes et des boîtes. Geneviève, dans ton cas? Ça, effectivement, des piles de dessins, il y en a à la tonne chez nous. Puis peut-être que je rajouterais, dans mon cas, les objets qui font référence à des idéaux. Donc, des intérêts que j'ai voulu mettre de l'avant ou un projet que j'aurais donc aimé. Et là, cet objet-là vient représenter peut-être ce projet-là que je ne ferai pas ou cet intérêt-là que actuellement, je ne pourrais pas mettre de l'avant. Comme quoi, par exemple? Donc, quoi? Je vais y aller d'entrée de jeu peut-être avec une anecdote. Pendant 15 ans, j'ai gardé des petits haltères. Roses, turquoise. Ils étaient magnifiques. Je les avais reçus à l'adolescence. C'était dans l'idée de « je vais m'entraîner. Ah oui, je vais être en forme. » Je les utilisais pas. Mais ils sont restés pendant 15 ans. Je les ai même apportés une fois en camping. Ah oui. En me disant, je vais avoir le temps. Je vais avoir le temps de les utiliser. Ce qui était complètement absurde. Et bon, mes amis en rient encore. Ouais. Mais le jour où je m'en suis départie, là, ça a fait une différence. C'était que le jour où je me remettrai vraiment à investir l'exercice, le sport, je le referai délibérément. Mais ça, c'est des petits objets où on se dit, j'aurais aimé pouvoir être quelqu'un qui fait du sport. Ah oui. Et là, non. Ben, c'est la preuve que les objets sont plus que des simples objets. Ariane, toi, tu le vois dans ta pratique. Les objets sont chargés. Ben, les objets sont chargés. Puis ces objets-là qui représentent un peu comme notre fantasy self, là, si on veut, là, ou comme des espèces de vision idéale de nous-mêmes, c'est les plus difficiles, je considère, à laisser partir parce que ça s'accompagne d'un deuil, tu sais, d'un deuil d'une version de nous qu'on aurait voulu vivre puis que finalement on vivra pas. Mais tu le sais très bien que le jour où tu décides de t'entraîner, tu peux. Tu sais, c'est symbolique, là. T'as pas vraiment renoncé à ça pour de vrai parce que t'as donné tes haltères. Mais c'est super déchirant. Puis oui, à chaque fois qu'on laisse partir ça, on renonce à une partie de soi. Puis c'est ça, c'est un deuil. Ouais. Pourquoi vous vous intéressez à cette question-là, toutes les deux? Geneviève, d'abord, pourquoi le désencombrement psychologique, c'est quelque chose qui t'intéresse? À la base, pour moi, ça représente vraiment notre fonctionnement psychologique, dans le sens où, autant le processus thérapeutique, pour moi, c'est un processus de désencombrement. Quand on va en psychothérapie, qu'est-ce qu'on fait? On déconstruit, on met de côté ce qui ne correspond plus à qui on est aujourd'hui. On
parlait de deuil, ben c'est ça, c'est qu'on fait ce travail de deuil-là par rapport à plein de sphères de nous-mêmes, on met de côté. Donc, dans ma pratique, je le vois énormément. Et on a un rythme effréné, on se met plein d'activités, il y a de la stimulation tout le temps. Eh bien, je suis aux premières loges de ça quand j'ai mes patients devant qui souffrent au final ou qui ont de la difficulté à y arriver parce que trop encombrés de tout. Donc ça, c'est le premier aspect. Et il y a un aspect personnel. Je suis aux premières loges aussi parce que j'ai une lignée familiale où l'encombrement a vraiment été un enjeu important. Donc, une transmission intergénérationnelle d'encombrement. Chacun à sa façon. Donc, chacun avait des déclencheurs différents. Qu'on pense, par exemple, à la crise économique pour le grand-père, des pertes, des deuils de parents partis trop tôt. Donc, pour chacun, les déclencheurs étaient différents, mais cet encombrement-là était une solution symptôme, si on veut, pour chacun. Donc, j'ai été témoin de ça. Et bien sûr, j'ai vu comment moi aussi ça m'a affecté. Donc, que ce soit à travers des phases plus d'encombrement ou, au contraire, d'aller à l'autre extrême et d'être dans un désencombrement à tout prix, mais d'une façon qui est juste le revers de la médaille. Ben oui. Donc, on n'est pas du tout en train d'atteindre cet équilibre-là. Ouais. On est juste dans l'opposé. Donc, c'est sûr que ces questionnements-là partent d'une réflexion personnelle et aussi d'une réflexion clinique, parce que je pense que ça nous rejoint pas mal. Je pense que oui, certainement. Pourquoi tu t'es intéressée à ça? Tu as une formation d'architecte, tu aurais pu prendre un autre chemin? C'est bizarre. Ben, moi, j'ai vécu le contraire dans ma famille. J'ai vécu la pratique du désencombrement avec ma mère, entre autres, qui nous faisait faire ce qu'elle appelait des bilans de vêtements à chaque saison. C'était comme de jeter les bases d'un nouveau départ, dans le fond. La notion de nouveau départ, pour moi, est vraiment forte, puis je la trouve très belle, je la trouve porteuse, elle est très énergisante. Moi, c'est cette notion-là que j'essaie de mettre au cœur de mon travail avec les gens. Alors, parce que j'ai vécu ça, à un moment donné, j'ai eu une autre entreprise en design, puis quand cette entreprise-là s'est terminée, en fait, je me suis demandé, quand j'ai pensé à me réorienter, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui me donne de l'énergie, moi? Puis finalement, je me suis rendu compte que ce qui me donnait de l'énergie, c'était d'aider mes amis à désencombrer un garde-robe, c'était d'être dans cette posture-là, de construire la base d'un nouveau départ, d'envisager des possibilités, de se donner des ailes, de s'alléger, pour se donner de la liberté. La liberté est vraiment importante pour moi dans cet exercice-là. C'est ce qu'on va gagner, en fait. Attends, la liberté, quand on a moins d'objets, tu penses qu'on est plus libre? Ah oui, je pense que quand on a moins d'objets, on est plus libre. Puis pas juste les objets. Toi, t'en parles beaucoup du désencombrement, des projets, justement, de se désencombrer mentalement. Ça aussi, ça nous donne une grande liberté. Tu sais, moi, j'aime bien l'image de quand on désencombre, finalement, c'est comme quand on part en voyage avec un petit sac à dos, là, puis qu'on peut prendre un vol à la dernière minute parce qu'on a juste un carry-on, là, puis on traîne pas, genre, des grosses valises avec tous nos haltères. Nos haltères, nos mois passés, puis tout ce qu'on n'est pas capable de laisser partir, ça nous donne beaucoup plus de liberté, la possibilité d'envisager différentes choses pour le futur. C'est vraiment puissant. Ça commence dans la maison, ça a l'air de rien, de commencer par désencombrer ses Tupperware, puis ses vêtements, puis ses dessins d'enfants, puis finalement, les effets de cet exercice-là vont tellement au-delà de vivre dans un espace déchargé. Moi, c'est ce que j'essaie de mettre en avant parce que c'est extraordinaire les bénéfices qu'on peut retirer de cet exercice-là. Geneviève, est-ce que tu vois un miroir entre notre état mental et l'état de notre maison? Autrement dit, quand on a beaucoup de choses en tête, est-ce que ça se voit dans notre maison? Clairement. Si on est encombré, que ce soit dans nos pensées, nos émotions aussi, plein d'émotions qui sont peut-être confuses, débordantes, qu'on a trop aussi on parle beaucoup de charge mentale, beaucoup de choses à gérer. On ne sera pas investi physiquement, concrètement. On n'aura pas plus le temps de ranger. On va être plus désorganisé. Fait que oui, souvent, on va voir ce reflet-là. Donc, on peut voir des gens chez qui c'est très bien rangé souvent, puis dans une phase un peu plus stressante ou un peu plus débordée, là, ça va recommencer à traîner, à s'encombrer. Ah oui, il y a vraiment cette connexion-là. Et je dirais, ça va dans les deux sens. Je parlais de l'énergie que ça donne, puis du bien-être qu'on ressent aussi quand c'est désencombré. Un espace désencombré fait en sorte qu'on se sent beaucoup plus dégagé.
partager. On a plus de place pour être soi, pour investir les choses qu'on aime. On arrive à la maison, on n'est pas étouffé par les objets ou les activités ou tout ce qu'il peut y avoir. Donc, on est plus potentiellement proche de pouvoir toucher à ce bien-être-là. Puis quand je parle de bien-être, rien de grandiose, là, juste être bien. Juste ne pas être intrusé par les objets ou étouffé. Ou, tu sais, ça devient très prenant, très lourd de voir tout ça. Donc, ça va dans les deux sens. Oui. Ariane, bon, tu aides des gens à désencombrer leur maison, leur appartement, leur espace. C'est quoi les motivations des gens? Qu'est-ce qu'ils te disent en premier lieu quand ils te contactent chez Allô Printemps? Généralement, ils sont un peu confus, ils n'ont pas d'objectif toujours spécifique. Un espèce de sentiment de trop-plein. Je dirais que c'est ça la principale motivation, le sentiment d'avoir perdu le contrôle. Puis généralement, ce qui est drôle, puis ça j'en parle souvent, c'est que les gens ont l'impression qu'on va rajouter une tablette, en fait, puis ça va être correct. Puis ils ont pensé à leur solution de rangement en amont. Puis je pense qu'on pourrait peut-être débaquer une tablette là. Ça, la tablette, ça revient vraiment tout le temps. Puis finalement, ce que je leur dis, c'est d'accord, parlons-en de la tablette puis de vos solutions que vous avez imaginées, mais commençons par faire l'exercice de désencombrement ensemble, puis il y a de fortes chances qu'à la fin, on n'en ait pas besoin de la tablette, puis on n'en a jamais besoin non plus. Alors, c'est comme si c'est facile de s'imaginer des solutions de rangement parce que c'est moins éprouvant peut-être pour le cerveau que de devoir faire des choix. Puis, tu sais, l'encombrement, pour moi, c'est beaucoup ça, là. C'est beaucoup des décisions qui ont été reportées, plein de petites décisions, des banales, des grosses qui ont été reportées. Puis, de désencombrer, ça implique de tout y faire face en rafale. Fait que c'est extrêmement demandant. Fait que c'est pour ça que c'est pas... tu fais pas ça là, quand tu reviens de travailler après une grosse journée avec 1 heure de temps libre avant que tes enfants reviennent de l'école ou je sais pas trop, un super préparé. Tu sais, ça prend de la place puis ça prend du temps. Ça prend beaucoup de disponibilité mentale et émotive pour faire cet exercice-là. Alors, c'est pour ça que c'est parfois utile d'être accompagné. Bon, ça a l'air d'une psychothérapie, ton affaire. Je ne suis pas psychothérapeute, mais j'adore faire mon travail. Par contre, c'est vraiment enrichissant pour moi tout ce que j'entends, puis c'est les discussions que je peux avoir avec mes clients. Ouais, j'imagine. Comment on décide ce qui doit être jeté, donné ou qu'on garde? Moi, j'aime bien poser une question au centre de cet exercice-là, puis c'est est-ce que j'ai besoin de cet objet-là pour avoir la vie que je veux? Fait qu'on peut répondre à cette question-là de plein de façons. Puis ça va être différent pour tout le monde, en fait. Donc, toi, tu pourrais décider que tu n'en as pas besoin de tes haltères. Moi, je pourrais décider que j'en ai besoin. Tu pourrais décider... fait que, voilà. OK. Donc, est-ce qu'on a besoin de 20 couvertures pour mener la vie que je veux? Ça, c'est sûr que non. Mais c'est sûr que non. Puis, je vais en donner quelques-unes. Bon, là, vous me mettez au pied du mur. Mais c'est ça. Mais il y a quand même une espèce d'élasticité dans cette question-là qui fait que c'est à nous de définir la vie qu'on veut. Puis, c'est à nous de définir est-ce que j'ai besoin d'un tableau sur mon mur? Pour revenir au dessin, tu sais, est-ce que je suis une bonne mère si je conserve tous les dessins de mes enfants de la petite enfance à l'adolescence? Tu sais, je veux dire, peut-être que la réponse, c'est oui pour moi, tu sais, que c'est important de prouver que je suis une bonne mère parce que j'ai gardé les dessins, tu sais. Donc, ça se peut que l'encombrement soit choisi quelque part, dirais-tu ça? C'est-tu possible, ça, Geneviève? Spontanément, ce que je me dirais, c'est regardons justement la motivation derrière ça. Effectivement, quelqu'un qui voudrait tout garder, puis qui a l'espace, puis c'est ça qui choisit d'investir, puis c'est fait d'une façon cohérente, OK. Mais si c'est parce que je sens que c'est ça qu'il faut faire pour être un bon parent, là, on est dans d'autres sortes de motivations. Qu'est-ce qui fait que j'ai tant besoin de me sentir bon parent? Pourquoi il faut que ça passe par ça? Est-ce que réellement, je dois tout conserver pour me sentir être un bon parent? Non. On peut tout à fait sélectionner à travers ça et être un excellent parent. Ouais. Mais ça part toujours de soi, quelque part, parce que si nos parents n'ont rien gardé de notre enfance, là, peut-être qu'on va avoir le réflexe inverse. Donc, c'est fou comme les objets racontent une histoire, puis notre rapport aux objets va raconter une histoire également. Oui, complètement. Ouais. Et tout à fait, puis on va possiblement aller dans l'inverse. Puis quand je parlais de revers de la médaille, c'est ça. On répète, mais différemment. De retrouver l'équilibre à travers ça, c'est de se dire, c'est quoi qui est réellement, comme tu le disais, qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce que je veux comme vie, puis est-ce que c'est réellement de faire l'inverse, puis de tout garder?
on se sentira pas nécessairement mieux, mais c'est toute une réflexion qu'on a à avoir. Puis je trouve que quand on se ramène à qui on est, qu'est-ce qu'on veut, à quoi on veut faire de la place, c'est ça dans la question que tu poses. On en revient à ça, on en revient à qu'est-ce que j'ai envie de prioriser. Donc, que ce soit les objets, si je veux développer une passion, mais j'ai peut-être besoin d'un espace dans ma maison pour faire cette passion-là. Donc, je dois me le créer, cet espace-là. Il faut qu'il y ait des choses qui sortent. Mais de la même façon, c'est qui les personnes autour de moi que j'ai envie d'investir? C'est quoi les relations qui me nourrissent, qui sont moi réellement? Ça va peut-être faire en sorte qu'il y a certaines personnes qui vont devoir être écartées, qui vont devoir être élaguées. Donc, de la même façon qu'un objet. Des projets, c'est la même chose. Si je veux faire de la place à un projet important, je vais devoir refuser des contrats, je vais devoir refuser d'autres projets, peut-être ponctuellement. Puis c'est ça aussi, dans l'idée du deuil, c'est j'ai des deuils à faire maintenant. Il y a des choses, il y a des opportunités qui se reproduiront pas. Je pourrais pas, j'ai pris la décision, ça reviendra pas. Il y a des choses, par contre, qu'on va pouvoir faire éventuellement. Donc, on peut reporter certains projets pour faire de la place à ce qu'il y a maintenant. Mais c'est aussi d'être prêt à assumer que oui, il y a des deuils qui seront là, il y a des opportunités qui seront plus devant moi. Mais en même temps, je me suis laissée guider par ce que je souhaite réellement, ce qui est authentiquement moi. Donc, oui, c'est un deuil, mais en même temps, on se raccroche aussi au fait qu'on choisit ce qu'on veut. Et cette notion de choix-là est vraiment très, très fondamentale. C'est un choix. On n'est pas obligé de désencombrer. Non, puis ce que j'aime dans ta question, Ariane, c'est que la vie que je veux maintenant, parce que la vie que tu as maintenant est tellement différente de celle que tu avais il y a 10 ans et de celle que tu auras dans 10 ans aussi. Ben exact, puis j'aimerais rebondir sur ce que tu dis. Dans le fond, quand on ferme une porte, ça nous permet d'ouvrir une autre porte. Puis en fermant plusieurs, on dirait que celles qu'on ouvre, on les voit mieux. Moi, j'aime beaucoup la clarté qui émerge de cet exercice-là. Quand tu sais pas ce que tu veux et que tu arrives à identifier ce que tu veux pas, ben tu élimines ce que tu veux pas, puis on dirait que ce que tu veux ou ce que t'es ou ce qui est important pour toi, ultimement, ça émerge tout seul. Puis ça amène beaucoup de clarté par rapport à qui on est, ce qui est important pour nous, où on veut aller. Puis on dirait qu'en ayant enlevé tout le reste, on se découvre à travers ce processus-là. Voilà. Ariane, Geneviève, on pose la même question à tous nos invités qui passent ici, et c'est fou parce que chaque invité a une réponse complètement différente. On veut savoir quelle est votre définition de l'équilibre, Ariane? Ma définition de l'équilibre, ça serait peut-être l'état de lucidité vers lequel on tend. Dans l'exercice de désencombrement, par exemple, c'est une espèce d'état de lucidité par rapport à ce qu'on veut, ce qui est actuel pour nous, là où on veut aller. Je considère que c'est peut-être la base de l'exercice de désencombrement, peut-être la boussole. C'est l'espèce d'état qui va inspirer toutes les actions qu'on va prendre, mais c'est quelque chose qui est peut-être difficile à atteindre, mais certainement, c'est un état vers lequel moi, je tends quand je fais ça avec des clients, puis quand je fais ça pour moi-même. Une espèce d'état où tu laisses partir tout ce qui a plus rapport dans ta vie, en fait, tout ce qui correspond plus à la personne que tu peux être, puis tu te concentres sur quitter ce que tu veux, puis tu regardes en amont. C'est une lucidité. Ou un état de... Oui, c'est ça. Ah ouais. Ah, j'aime ça. Geneviève? Mais j'aime bien, puis je pense que je vais rebondir sur ce que Ariane vient de dire. Tendre vers l'équilibre, c'est tout à fait ça pour moi. L'équilibre, il va être différent pour chacun. L'important, c'est de se recentrer vers soi, et cet équilibre-là, je dirais, il n'y a rien de bon, de mauvais, c'est d'être soi le plus possible. Alors, l'équilibre, c'est un peu un mélange de tout ce qui nous compose, mais tant que ça fait du sens pour soi. Quand on regarde psychologiquement parlant, on peut avoir des tendances à se lancer dans une activité, qu'un intérêt soit vraiment, vraiment à l'avant-plan, ou mettre énormément d'énergie, quasi être dans un état d'obsessionnalité. Là, tranquillement, on s'éloigne de l'équilibre. Mais est-ce que ces activités-là étaient en soi quelque chose vers quoi on ne devait pas aller? Pas du tout. C'est de voir comment je peux intégrer ces activités, ces objets, ces différentes parties-là pour que ça fasse du sens et que ça se tienne et que ça soit cohérent. Donc, je pense que je retiendrai, en plus de la lucidité, cette idée de cohérence pour l'équilibre. Lucidité, cohérence. Ben, on n'avait jamais eu ces deux réponses-là. Merci à vous deux. On a parlé d'être accompagné.
parce que quand on commence, des fois, on peut être complètement dépassé par la quantité d'objets ou d'idées à se défaire. On s'y prend comment, alors? Est-ce qu'on attaque un seul tiroir à la fois, par exemple, Ariane? Bien, il y a plein de stratégies. Oui, on peut attaquer un seul tiroir à la fois. Je pense qu'il faut choisir la méthode qui va faire en sorte que ça va se passer. Pour certaines personnes, y aller petit à petit, c'est moins peurant, c'est comme ça que ça va se passer, parfait. Pour d'autres, ça va être moins motivant de commencer juste par un tiroir, puis ça va faire du bien de faire un gros blitz d'une fin de semaine pour vraiment transformer une pièce. Moi, je suis plus de ce genre-là, mais en même temps, tu sais, il y a absolument rien qui empêche quelqu'un à faire le ménage petit à petit. Il faut juste savoir que dans ce temps-là, ben, il faut garder la motivation plus longtemps parce que ça demande un effort qui est plus long dans le temps, mais ça peut correspondre à la personnalité de cette personne-là. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire en termes de rythme, mais je pense que quand on commence, il faut aller jusqu'au bout pour voir les résultats. Donc, il faut tenir jusqu'au bout. Bon, c'est une chose de le faire tout seul, mais quand on a un mari ou une femme, un conjoint, une conjointe qui n'a pas nécessairement le même seuil de tolérance, qui n'est peut-être pas rendu non plus au même endroit pour le désencombrement, ou quand on a des enfants dont la chambre déborde et qui veulent tout garder à tout prix. Bon, comment on s'y prend dans une maisonnée, par exemple? Bien, je pense que d'abord, c'est de le faire pour soi, parce que c'est toujours en prêchant par l'exemple qu'on va être le plus efficace. Donc, c'est d'essayer d'aborder les zones qui nous concernent juste nous. Donc, d'abord notre chambre, d'abord nos vêtements, nos livres, nos affaires. Après ça, comme parents auprès des enfants, on a quand même le rôle de leur montrer comment faire. Moi, je le fais avec mes enfants depuis qu'ils sont petits, puis il y a des fois où il me semble qu'on sortait tous leurs jouets, puis on donnait 3 petites affaires insignifiantes de Kinder Surprise. Puis je me dis, tout cet effort, mais c'est pas grave. Je pense que ce qui est important, c'est de faire en sorte que cet exercice-là fasse partie du quotidien. Donc, c'est pas une menace pour les enfants de faire. Il faut pas qu'ils le sentent comme une menace. C'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. On se lave les cheveux 1 fois par semaine. On fait du désencombrement de notre chambre 1 fois par saison. Je comprends que ce soit pas un événement ou une que ce soit pas un événement stressant. Puis il faut pas qu'ils sentent qu'on a des attentes aussi en termes de. Cet exercice-là est réussi s'il a lieu. Il n'est pas réussi parce qu'on donne beaucoup de choses. Il est réussi parce qu'on se pose la question, moi, je considère. Puis avec mes enfants, on a comme banalisé ça. Puis ça fait partie de la vie. Puis des fois, ils donnent plein d'affaires. Des fois, ils donnent peu de choses. Mais ils l'ont tellement intégré qu'ils sont capables de se poser des questions, qu'ils sentent pas ça comme une menace, puis qu'ils sentent que moi, j'ai pas d'attente. Alors, c'est un beau moment qu'on passe avec eux. En fait, c'est l'équivalent, j'essaie de faire avec mes enfants ce que ma mère faisait avec nous. Les bilans de vêtements au début de chaque saison, c'était toujours un moment où elle se faisait un petit café, on avait un petit chocolat chaud, puis on regardait ce qu'on avait. Puis là, finalement, on construisait notre garde-robe pour la prochaine saison en fonction de ce qu'on avait déjà, puis qu'est-ce qu'il va falloir acheter pour pouvoir vraiment porter ces pantalons-là que t'as, mais t'as rien à mettre avec. Fait que, tu sais, il y avait quelque chose de très positif et de très agréable là-dedans. Alors, de pas en faire une punition avec les enfants, je pense que c'est super important. Puis après ça, pour les chums blondes, ben, je pense que là, demander à Geneviève. ça se limite peut-être à prêcher par l'exemple. Puis généralement, je pense que ça a de l'effet. Ouais, parce que ça peut être source de conflit là, dans un couple. Clairement. Peut-être juste par rapport aux enfants, pour l'aspect agréable, je dirais le plaisir, tout à fait. Il y a plein de façons de rendre ça agréable. Par exemple, tu délimites avec du papier de couleur là, ou du papier ruban de couleur. Ça, c'est la zone d'objets qu'on va donner, puis tout le monde en rajoute. Puis, oui, c'est ce côté plaisir-là peut vraiment avoir beaucoup d'impact. Pour ce qui est des partenaires ou d'autres personnes qui partagent l'espace avec nous, oui, ça peut être source tout à fait de conflit. Je dirais que, en plus d'être l'exemple, donc d'incarner cet exemple-là, je dirais aussi que si on peut garder la notion de respect de l'autre, dans le sens où on n'est pas du tout nécessairement dans ce même élan-là au même moment. On considère pas les mêmes choses comme étant importantes. Donc, dans mon cas, l'essoreuse à salade, moi, je prends une petite serviette, puis j'ai pas de problème à laisser l'air s'occuper de ça. Donc ça, j'ai à comprendre que pour l'autre, l'essoreuse à salade est peut-être fondamentalement pertinente et importante. Donc, il y a ce respect à développer de « je ne pense pas la même chose que toi ». Est-ce qu'on peut en discuter? Je peux quand même proposer qu'on dispose de ça. Il y a aussi l'idée d'arriver à des compromis.
Si moi, je me sers pas d'un objet, comme l'essoreuse à salade, par exemple, est-ce que je suis obligée de le mettre dans une tablette devant tout le reste si, par exemple, l'autre s'en sert une fois par mois? Peut-être pas. Donc, on peut peut-être arriver à un compromis de où est-ce qu'on va mettre cet objet-là? Parce que si pour un, c'est source d'irritation au quotidien, chaque fois que je vois l'objet, ça m'empêche d'aller prendre la râpe à fromage, ben ça va être désagréable. Mais si j'ai ce respect-là de dire, ben OK, pour l'autre, c'est important, mais comment on peut arriver à ce compromis-là pour que les deux, on soit bien, au final? Oui, moi, j'ai un mari qui est Madame Blancheville. Il ne tolère pas qu'il y ait des vêtements ou des jouets qui traînent. Puis, c'est lui qui finit par ramasser, mais jamais il va nous dire ou nous reprocher de laisser traîner. Parce qu'il va savoir que cette semaine, on a eu beaucoup de parties de baseball, de soccer, ça a traîné un peu plus. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose là-dessus aussi qui est du respect, mais aussi de prendre conscience que si moi, j'ai une limite, je suis moins tolérante à l'encombrement, ben il faut pas non plus que je le reproche. J'aimerais t'entendre sur cette notion-là de reproche. Tout à fait, parce que l'idée du reproche, on est juste en train d'invalider. On n'est plus du tout en train de communiquer ou de s'ajuster. Et oui, de reconnaître qu'on n'a pas du tout le même rapport aux objets ou à la charge de temps ou à nos projets. On n'a pas ce même rapport-là, on n'a pas les mêmes priorités et on ne sait pas nécessairement ce qu'a été la semaine de l'autre. Oui, on sait en gros ce que ça a été, mais est-ce qu'on sait réellement à quel point on a été complètement débordé, l'autre a été débordé, puis j'ai pas été dans ses souliers. Donc, si pour moi, c'est important que ce soit très bien rangé, je peux le communiquer, mais je ne sais pas la réalité de l'autre. Donc, de travailler vers cette idée-là que je dois aussi là, laisser à l'autre ces zones, peut-être, d'encombrement. Ah oui, j'aime ça! Donc, c'est pour ça aussi que je reviens à l'idée des compromis, de la communication. Tu sais, si on est très différents aussi, il peut y avoir des zones où c'est important, où les deux, on met de l'énergie à entretenir, à bien ranger, mais c'est peut-être correct que dans le bureau du partenaire, ça soit peut-être un peu plus en désordre. C'est pas une pièce commune. Puis on respecte aussi ce rythme-là ou cette zone-là personnelle. Tu sais, il y a quelque chose de quand même un peu intrusif de dire ton bureau ou ton espace, moi je veux qu'il soit rangé de cette façon-là. Donc, respectons, je dirais, l'intimité aussi de l'autre, sa réalité et son espace. Et sa limite aussi. Oui. Bon, moi, j'ai en tête là, des moments où on est tanné, on jette tout. Est-ce que ça arrive, Ariane, qu'on regrette de s'être départi de certains objets? Bien, ça se peut, puis c'est pas grave. Je dirais que ça fait partie du processus de apprivoiser la peur du regret. Il y en a, si on s'empêche de prendre une décision parce qu'on a peur de la regretter, on fera jamais rien. Fait que je dirais que ça se peut. Il y a pas de garantie dans rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut avancer. Ce que je conseille aux gens, c'est s'ils sont pas sûrs, de le garder. Puis c'est un travail qui est itératif. Alors, c'est comme éplucher un oignon, faire du désencombrement pour moi. Tu commences par une première couche, puis là, tu enlèves ce qui est évident que tu n'as pas besoin. Puis là, après ça, tu te muscles finalement, tu muscles ta capacité à prendre des décisions, puis tu vas y revenir après ça. Puis peut-être que la deuxième fois, tu vas dire « Ah non, ça, écoute, je l'avais gardé, mais ça n'a pas rapport, j'ai pas besoin de 3 presse-citrons. » Là, tu peux laisser partir. Ben, peut-être que il y a peut-être un des 3 presse-citrons qui aurait dû partir dans la première round, là, mais si t'es pas prêt à laisser partir quelque chose une première fois, ça veut pas dire qu'il est là pour toujours. Puis d'ailleurs, c'est pas un exercice qu'on devrait faire une fois dans la vie, c'est un exercice qui devrait entrer dans notre mode de vie, moi, je considère. C'est un peu comme l'exercice physique. Si on veut être en forme, il faut faire ça sur une base régulière. Après, ça veut pas dire qu'il faut se taper le gros désencombrement de fond en comble de toute la maison si on l'a jamais fait puis que ça nous prend 3 semaines. Il faut pas nécessairement refaire ça à tous les ans, mais il faudra certainement l'entretenir, puis à chaque saison, en faire un peu par-ci, par-là. Ariane, qu'est-ce qu'on fait avec nos objets? Mettons qu'on a une grosse pile de vêtements, on va avoir des souliers en masse, des livres. Qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on met tout à la poubelle? Il y a des choses qui ont de la valeur quand même. Il y a
pas grand-chose qui devrait se retrouver à la poubelle à la fin. Je pense que ce qui est super important, c'est avant de commencer le processus de désencombrement, de tout de suite se définir une zone où on vient classer les choses qu'on va mettre un peu par catégorie. Donc, oui, une catégorie d'objets à donner, par exemple, à un organisme comme Renaissance, une catégorie d'objets à jeter, une catégorie d'objets à recycler, à vendre, puis une espèce de zone où on va pouvoir mettre des trucs qui vont représenter des tâches. Donc, par exemple, si on découvre dans le cours de notre ménage des vêtements qui ont besoin d'être réparés, ben on peut les apporter chez le nettoyeur, on les place là, ça devient une tâche, on les remet pas dans le garde-robe. Fait qu'on laisse rien traîner, puis on aborde ces tâches-là après. Donc, le fait de l'avoir défini en amont, où les choses vont aller, ça va rendre le processus beaucoup plus efficace, puis on se retrouvera pas avec des hésitations au moment où on a décidé du sort d'un objet, mais on sait pas où le mettre. Il faut éviter les frictions. Dès qu'on a pris la décision de garder ou de donner ou de vendre un objet, il faut tout de suite qu'on puisse le mettre à une bonne place pour se retourner, pas perdre notre momentum, puis pas s'encombrer plus dans notre espace. Parce que faire du ménage, ça implique de faire du désordre, puis ça peut être un peu épeurant. Alors, je sais pas comment dire, mais d'organiser ça de façon un peu systématique, ça permet d'éviter qu'il y ait des tas de choses partout. On sait plus trop ce tas-là représente quoi. Qui devient être décourageant. Oui, complètement. Parce qu'on le voit constamment, ça reste là. Et ça disons que ça nous aide pas. Puis peut-être que je rajouterais ne pas aller encombrer d'autres personnes, dans le sens où c'est très gentil d'offrir. Non, mais tu sais, quelqu'un peut avoir besoin de notre râpe à fromage ou de notre pressoreuse à salade, mais si j'amène beaucoup d'objets, je suis peut-être aussi en train d'encombrer d'autres. Donc, toujours faire attention. On peut voir aussi des fois, dans certaines relations, cet enjeu-là se dessiner. Toujours prendre une photo avant d'apporter quelque chose à quelqu'un comme ça. « Allô, je t'ai amené des choses. » Ben, moi, je suggère à mes clients de prendre des photos des choses qu'ils veulent proposer aux autres, puis de leur demander « Est-ce que tu veux ça? » Sinon, je suis en train de faire le ménage, là, si tu le veux pas, je le donne chez Renaissance. Puis comme ça, c'est plus facile pour les autres de refuser que s'ils se font tendre une boîte, puis que là, c'est à eux de gérer ça. Quand on parle de désencombrement, on associe souvent aussi le minimalisme, la décroissance. Oui. Comment c'est lié tout ça à tes yeux? Ben moi, je considère que moins on a de choses, puis moins on ressent le besoin d'en avoir, probablement. D'abord, on apprécie l'effet d'un espace déchargé. On trouve que notre maison est beaucoup plus calme, est beaucoup plus belle, puis on n'a pas nécessairement le goût de faire rentrer dans cet espace-là qui est fraîchement déchargé toutes sortes de nouvelles bébelles dont on n'a pas besoin. Alors, je pense que ça vient apaiser une espèce de désir d'abondance parce qu'on a tellement travaillé à dégager, justement, l'espace. Fait que mais pourtant, il y a des gens qui doivent s'entourer d'objets. J'imagine que tu dois le voir aussi, Geneviève, dans ta pratique. Il y a des gens qui ont besoin d'un cocon, ils ont besoin de coussins, ils ont besoin de remplir leur espace. Je pense à ma mère, entre autres, qui a manqué de tout à l'enfance et elle s'est mise à acheter des choses de très bonne qualité, en abondance. Elle les bichonne, elle veut pas se départir de rien, mais elle pourrait pas vivre autrement. Quand je lui pose la question, il me semble que t'en as beaucoup, là, des affaires, des coussins, des choses. Mais pour elle, c'est essentiel. Il y a comme un vide qu'elle comble elle-même, finalement. Cette idée-là de vide est très, très fondamentale. D'être entouré de coussins, pourquoi pas? Mais à quoi est-ce qu'ils servent, les coussins? Donc, si c'est à combler un vide, mais est-ce qu'on peut le regarder, ce vide-là? Est-ce qu'on peut s'en approcher pour l'apprivoiser peu à peu? Parce que pour l'instant, il est comblé par des objets. Ça nous empêche de rentrer en contact avec ce vide-là. Le vide est quelque chose de très difficile à tolérer. Humainement, là, on n'aime pas ça. Ça fait peur. Donc, on le comble de toutes sortes de façons. Ça peut être en consommant des objets, mais de la consommation de substances. Ça peut être en allant magasiner, en se lançant dans plein de choses, dans plein d'activités, en ayant toujours de la musique aux oreilles. Donc, stimulation, pour pas être dans ce vide-là. Ben, si j'ai choisi les objets pour combler ce vide-là, donc je m'en approcherai pas. Alors, peut-être que ça m'affecte pas trop dans mes relations, dans mon fonctionnement, puis c'est correct. Le but, c'est pas non plus d'aller dans la maison de chaque personne en disant « Il est où ton vide? On va aller les ça cause pas de problème. Dans nos relations, dans notre fonctionnement,
on va pas aller défaire ça. Par contre, si on sent qu'il y a un mal-être, que ça nous coupe peut-être de certaines activités, que c'est encombré, donc on veut moins recevoir parce que ça traîne. On voit ça beaucoup. Donc, des gens qui vont s'isoler, qui vont dire « Ah, j'ai pas eu le temps de faire le ménage », mais c'est parce que c'est pas juste le ménage, là. C'est qu'il y a trop d'objets. Donc, quand on voit que ça vient affecter comme ça, je pense que c'est important de voir à quoi est-ce que ça nous sert, cet encombrement-là. Et le vide est souvent une des pistes. La perte aussi, beaucoup. On voit le rapport à la perte. Donc, soit un enfant qui a quitté le milieu familial, on fait quoi avec cette pièce-là? Donc, des fois, on va pouvoir transformer. On se retrouve comme parents à se dire, bon, qu'est-ce que je veux mettre dans cette pièce-là? Qu'est-ce qui est moi maintenant, une fois que mon enfant est parti? Et qui ne reviendra plus. Et qui, oui, effectivement. mais même si on laisse la chambre, est-ce qu'on peut la transformer un peu pour que ça nous ressemble? Quand on ne change rien d'une pièce, on reste aussi attaché à... Il y a quelque chose de très nostalgique aussi. Donc, c'est des pistes comme ça qu'on peut garder en tête. À quoi je m'accroche à ce point-là? Et on va beaucoup investir les objets d'émotions, de souvenirs, justement. Puis des fois, on ne veut pas les laisser aller comme si ça allait faire disparaître nos souvenirs. Nos souvenirs, ils sont à l'intérieur de nous. C'est vrai que l'objet peut réactiver nos souvenirs. Alors ça, c'est vrai. Mais est-ce que d'avoir la maison remplie d'objets va plus réactiver? Non, au contraire, on les voit même pas. Et ils sont cachés dans le fin fond, derrière la tablette. On les voit plus. Ouais. Cherchons à identifier, c'est quoi les quelques objets qui représentent vraiment mon lien avec cette personne-là, ou qui me réactivent des souvenirs, qui me font du bien aussi. On cherche pas non plus à réactiver des moments qui ont été particulièrement difficiles, donc ça, c'est pas pertinent psychologiquement parlant de réactiver ça constamment. Donc, ça serait de se dire, qu'est-ce que je choisis de réactiver? Et ce que je choisis, je vais le mettre en avant-plan. Oui, je vais lui faire une place. Donc, on parlait des dessins d'enfants. Si je peux faire un parallèle, de pouvoir les afficher à la maison. On a un beau coin de turquoise. J'adore le turquoise. Donc, on a fait un rectangle turquoise encadré avec du bois. Puis les dessins vont là. Donc, pas partout sur les murs. J'ai pas besoin de, chaque fois que je vais dans une pièce, de me réactiver ça. Mais le rapport à la maternité, aux enfants qui créent. Mais si j'ai envie, je vais aller m'installer devant cet espace-là. Puis pour les enfants, dans ce cas-ci, ça sera suffisant aussi pour voir à quel point on valorise aussi. On est fiers. Oui, tout à fait. Donc, c'est aussi de voir les objets, qu'est-ce qu'ils réactivent pour nous? C'est quoi les souvenirs? C'est quoi les enjeux? Et de mettre de l'avant quelques-uns de ces objets-là pour soutenir ce qu'on a envie d'activer de positif. Là, Ça demande beaucoup de conscience, ce que vous me dites là, mesdames, aujourd'hui. J'ai l'impression que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de concentration, d'évaluer chacun des objets. Puis la nature a horreur du vide. On est toutes mamans. Il y a des objets qui rentrent dans ma maison que je trouve dans des tiroirs ou des garde-robes. Je sais même pas d'où ils viennent. Comment on évite, quand on a réussi à se débarrasser, à se départir d'objets, comment on évite de remplir à nouveau? Ben, ça dépend. Ben, justement, tu disais que tu savais pas d'où il venait. Ben, il faut quand même le découvrir, finalement, puis essayer de limiter l'arrivée à la source. Je dirais, une fois qu'on a fait le bilan là, de ce qui est là, est-ce que c'est les petits sacs surprises des fêtes d'amis? Est-ce que c'est des choses que les enfants se font donner par leurs amis à l'école? Est-ce que c'est des trucs qu'ils reçoivent en cadeau par leurs grands-parents? Il y a différentes sources, puis je pense que idéalement, on limite à la source, puis ça va limiter beaucoup le travail à faire après ça, une fois que les objets vont être rentrés. Je suis pas toute seule, là? Rassurez-moi. OK. Je pense que le contraire est impossible. Oui, mais c'est fou. J'ai fait un exercice. J'ai fait un projet qui s'appelait Ciao Plastique. J'ai éliminé tout le plastique mobile de ma maison. Et c'était que ça, les petits Gugus Kinder Surprise. Ouais. Et pendant un an, j'ai essayé de pas faire rentrer de plastique, mais il y en avait toujours qui arrivaient de la garderie, dans les sacs à dos, dans le fond des poches. Puis je me disais, mais c'est fou, la quantité d'objets qui nous accaparent. On n'a pas le contrôle. On a quasiment perdu le contrôle. Mais il faut le donner aux enfants aussi, le contrôle. Tu sais, je pense qu'on a visité des écoles secondaires avec ma fille récemment, puis à la fin de la visite, on s'est fait tendre un petit truc. Je me rappelle plus si c'était une épinglette ou un petit sac, en tout cas, mais c'était un petit truc à l'effigie de l'école. Puis instinctivement, j'ai fait quelque chose que
que je fais pas d'habitude. D'habitude, je refuse d'emblée. Je pense que là, j'étais fatiguée. Il y a ça aussi. À un moment donné, La vigilance. notre willpower, je sais pas comment dire, le mot Notre m'échappe, volonté. notre volonté de résister, disons, s'épuise avec le temps. Puis à la fin d'une longue journée, t'en as plus. Fait que là, à ce moment-là, j'ai pris le petit gadget en question en me disant comme, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis ma fille a dit, maman, non, je pense que c'était un aimant de frigo. On n'a pas besoin d'un aimant de frigo. Ben, je suis retournée le donner à la dame qui me l'a donné. Puis ça, apprendre aux enfants à dire non, c'est super difficile. Apprendre à dire non soi-même, c'est super difficile. Refuser de se faire donner des petits échantillons de crème à la pharmacie, là, tu sais, parce que non, merci madame, j'en ai pas besoin, c'est bien gentil. On dirait qu'on va toujours décevoir quelqu'un, puis là, des fois, on n'a juste pas l'énergie d'avoir à décevoir quelqu'un, finalement. Fait que c'est un cadeau aussi, on n'a pas l'habitude de refuser des cadeaux. Mais non, mais il faut l'apprendre parce que tant que ces cadeaux-là vont continuer à se retrouver dans les poches des gens, les compagnies vont continuer d'en produire. Nous, c'est notre responsabilité, je pense, de dire en toute gentillesse, en tout respect, merci beaucoup, mais j'en ai pas besoin. Puis de montrer à nos enfants à le faire. Comme ça, on fait équipe avec eux, puis on n'est pas les seuls à gérer toute l'espèce de la masse de choses qui rentrent dans la maison. Les enfants font leur part aussi, ils comprennent les implications aussi de ça d'un point de vue environnemental, de se retrouver avec plein de petits gadgets en plastique. Puis c'est un grand chantier. Je rajouterais, si ça rentre, c'est pas grave non plus, dans le sens où ils sont en train d'apprendre. C'est ça. Fait, si on revient à la maison puis l'épinglette ou l'aimant est là, on pourra quelques jours après finalement, on le mettra pas, on va s'en départir. Oui. Donc, de pas se mettre non plus de pression avec les enfants en disant, faut pas que ça rentre du tout. On peut aussi y aller progressivement. Ils sont en processus d'apprentissage, comme nous aussi, adultes, on est en train d'apprendre à refuser, ce qui est vraiment pas facile. Pour certains, en soi, dire non, c'est pas évident. Donc, ça, de pas se mettre de pression, je pense que c'est très, très important. Dans les petites décisions qu'on va prendre, oui, ils sont en train d'observer. Ils nous voient. Puis, on peut, des fois, soulever tout simplement le questionnement de est-ce que ça l'a vraiment servi? On a beaucoup parlé des objets, évidemment, parce que c'est tangible, mais comment on fait la même chose, mais avec notre espace intérieur, Geneviève? Pour se guider à travers ça, c'est vraiment de revenir à qui on est. C'est quoi nos valeurs? Qu'est-ce qui fait sens pour nous? Donc, autant pour les objets que par rapport aux autres sphères de notre vie, c'est de se ramener, de se guider par rapport à ce qu'on souhaite réellement. Donc, c'est sûr que plus on se connaît, ça aide. Ben oui, c'est sûr. Plus on se questionne, ça aide. Mais on va apprendre toute notre vie à se connaître. Donc, on doit simplement être attentif à ce qu'on devient. Une relation qui était tout à fait satisfaisante il y a 5 ans, 4 ans, 3 ans, l'est peut-être de moins en moins. Des fois, on va se sentir très mal en se disant, mais là, je me sens pas bien, mais en même temps, on a bâti quelque chose, puis cette personne-là, ça m'intéressait. C'est très difficile de se positionner par rapport à tout ça, mais on change. On évolue constamment et c'est très possible. Autant qu'un objet qui était très utile il y a 5 ans ne le soit plus, ça se peut très bien qu'on ait un projet qui ne soit plus pertinent pour nous, une relation qui nous satisfaisait mais qui maintenant nous fait peut-être plus souffrir ou nous tire du jus énormément. Donc, en revenant à qu'est-ce que je veux et qui je suis, c'est quoi qui est important pour moi, ça peut nous guider énormément. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est essentiel de le faire parce que sinon, on se ramasse 10 ans, 12 ans, 15 ans plus tard et on n'a pas bougé, on a stagné, on n'a pas voulu décider. Donc, cette indécision-là dans laquelle on se trouve nous limite énormément, nous tire du jus. Donc, dans les différentes sphères de notre vie, puis j'inclus même des activités du quotidien dans lesquelles on va s'embarquer comme personne, comme famille, les activités parascolaires. Il y a tellement de choses. Quand est-ce qu'on s'arrête pour prendre un peu de recul puis se dire « Ma semaine, elle a l'air de quoi? Là? Mes semaines, est-ce que ça représente vraiment ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que je veux vivre ça comme ça pour les 5 prochaines années? Si je suis déjà peut-être pas très bien à travers ça, j'ai pas le choix de me poser, de m'arrêter, de me demander ces questions-là. Parce que sinon,
on est sur le pilote automatique. On range nos objets, on continue à alimenter des relations, on contribue à un projet, même On si achète une tablette. On achète on met d'autres choses. parce que c'est ce qu'on pense qui est bien, puis on se questionne pas. Donc, je trouve que dans toutes ces sphères-là, arrêtons-nous. Ça va complètement à l'encontre de ce que socialement on a comme rythme. C'est un rythme où on n'arrête jamais. On n'a pas le temps de digérer. On l'a dit souvent dans ce balado aussi. Le temps d'arrêt est nécessaire à plein d'égards, mais on n'a pas cette culture-là de la digestion. Tu sais, on avale, on consomme, mais on dirait qu'on n'a pas le temps de digérer puis prendre conscience finalement de ce qu'on veut pas. Ça prend combien de temps un processus de désencombrement? Ça peut prendre beaucoup de temps, puis il faut que ça prenne du temps, justement, parce que si c'était garoché, on n'aurait pas le temps d'aller au fond des choses. Puis pour vraiment en tirer les bénéfices sur soi, les bénéfices sur l'espace peuvent être vécus à la limite, quelqu'un d'autre pourrait venir faire le travail, puis on pourrait le sentir, le bénéfice sur l'espace. Mais les vrais gros avantages du désencombrement viennent quand on prend vraiment le temps de le faire en profondeur, puis quand on prend le temps justement de se poser ces questions-là. Puis moi, c'est vraiment un exercice que je propose de faire de façon rigoureuse, puis en profondeur, puis on tourne pas de coin rond, puis on va rien laisser au hasard, puis alors ça prend beaucoup de temps. Après, ça dépend du niveau d'encombrement, de la grandeur de la maison, maison de banlieue très grosse avec un sous-sol puis un garage, puis tout ça, ça peut être plus long à aborder. Puis aussi, chaque personne a sa vitesse. Alors, j'ai eu des clients qui hésitaient devant leur pile de guenilles de façon très OK, je sais pas trop, puis c'est tellement correct, mais c'est sûr que en prenant les décisions à ce rythme-là, ça prend plus de temps, puis c'est correct que ça prenne plus de temps. Après, j'ai eu des clients qui étaient tellement prêts à prendre des décisions, ils étaient tellement mûrs, là, c'était comme ça part. Puis ça dépend vraiment de chacun, mais dans tous les cas, c'est long. C'est pas quelque chose qu'on peut escamoter. Souvent, les gens me demandent si j'ai comme un truc ou une solution magique, puis il y a aucune magie. Il y a juste du travail. Puis il y a du courage aussi, parce que comme c'est tellement exigeant émotivement, ça prend beaucoup de courage pour aller là. Et c'est tellement payant d'être courageux en termes de ce qu'on va récolter après cet exercice-là. Quand tu accompagnes des gens comme ça, avec Allô Printemps, qu'est-ce que tu as retenu de notre rapport aux objets? Qu'est-ce que tu observes? Les gens, ils s'accrochent à certaines choses. J'observe que ça leur fait tellement de bien. J'ai vu une cliente avec qui je suis allée à l'éco-centre, puis on a jeté des tonnes d'affaires dans les containers, puis une cliente d'une 60aine d'années qui avait jamais fait ça, puis elle a vidé un sac, une boîte de choses en criant genre « Ah, ça fait tellement du bien! » Ça fait tellement de bien. J'ai beaucoup, honnêtement, de clients qui crient de genre « libération ». C'est vrai! De petits débris de jouets d'enfants en plastique, là, vidés dans un sac de poubelle, genre « C'est fini! » Mais il y a comme... c'est ça, une grande libération, un grand sentiment de bien-être immédiat. Tu sais, il y a toutes sortes de formes de bien-être qui viennent avec ça, puis des avantages qui s'illustrent un peu plus dans le long terme, mais il y a des avantages le jour même, le sentiment de « Ah, je respire mieux. Ah, ça fait tellement bien. » Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. Après ça, mes clients, ils sont aussi fatigués à la fin de la journée parce que prendre toute cette décision-là, c'est drainant, comme je dis. Mais après ça, on continue. La fois d'après, on revient, puis ça se peut passer à travers. Bon, à part ça, à part la libération, c'est quoi les autres bienfaits du désencombrement mental et physique, Geneviève? La libération comme telle, c'est qu'on enlève les contraintes. Donc, en ayant moins ces contraintes-là, on a plus d'espace pour vivre, tout simplement, je trouve. C'est très de base, mais c'est ça. Si j'ai de l'espace physiquement pour exister, si j'ai de l'espace cognitivement pour penser, si au niveau de mes émotions puis de mes enjeux, j'ai fait un certain désencombrement, et je vis. Je le vois vraiment, le désencombrement, comme un élan de vie, alors que l'encombrement est quelque chose de très mortifère, là. On est très étouffé à travers tout ça. Alors, chaque petite étape, on est dans cet élan-là. Et ça peut faire peur de passer au travers d'un processus de désencombrement, mais en commençant ne serait-ce qu'un petit pas à la fois, on y goûte un petit peu plus. Puis,
c'est vrai qu'on y prend goût. On peut même, tantôt on parlait de rajouter du plaisir pour les enfants, mais entre adultes aussi. Moi, j'ai fait des phases de désencombrement avec des amis. Et par exemple, style, on se donne un défi de un objet qui part le jour 1 du mois, 2 objets le jour 2. Si vous saviez le nombre de rondes qu'on a fait, C'est vrai, hein? c'est hallucinant. Mais c'était très agréable. On se partageait des photos. Puis, donc, c'est de transformer ce qui peut faire peur en un processus de réflexion, mais on veut pas non plus être dans une lourdeur tout le temps, là. On peut aussi rendre ça agréable, chemin faisant. Je trouve que ça a, ces bénéfices-là, on les ressent parce qu'on retrouve de l'énergie. Quand on désencombre, oui, on a plus, on a plus de temps pour faire les choses qu'on aime. On donc, cherche moins nos objets aussi, parce que c'est plus rangé. On les cherche moins, on les range. On n'a pas besoin de les ranger, on n'a pas besoin de les nettoyer, on n'a pas besoin de les réparer. Donc, le temps qui est gagné, l'énergie qui est gagnée, on est beaucoup plus productif, on est beaucoup plus posé, on a le temps d'investir les choses qui nous font du bien, ce qui nourrit énormément psychologiquement. Donc, cette liberté-là amène un paquet d'autres bénéfices, puis on peut y goûter très rapidement. Donc ça, c'est ce qui est intéressant. C'est pas juste en fin de processus que là, le bénéfice va arriver. Du tout. Ça, c'est très motivant. Ouais. En tout cas, dès que j'ai commencé à lire sur la question, j'ai commencé avec un tiroir, puis finalement, c'est l'autre garde-robe, puis presque tout y est passé. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de jouissif, là. C'est très empowering comme exercice. Moi, je trouve que parfois, on parle beaucoup des aspects très apaisants ou calmants du désencombrement, mais on oublie à quel point, tu l'as dit, à quel point c'est un processus qui est énergisant. C'est un peu comme si, finalement, tout le poids de notre encombrement, ça retenait l'élastique qu'on est, puis en lâchant tout ça, là, on était comme propulsés dans qui on est vraiment, dans toutes les possibilités. Donc, ça nous donne du pouvoir, ça nous donne un sentiment de contrôle, ça nous donne un sentiment de clarté. Moi, je dis souvent que c'est un exercice qu'on commence à genoux puis qu'on finit debout. Dans l'espèce de connaissance de soi, avec la confiance qu'on est capable de le faire, qu'on s'est départi de peut-être plein de petites choses qui étaient des béquilles sur lesquelles on s'appuyait, des béquilles qui nous servaient à combler toutes sortes de peurs, comme tu parlais de plein de peurs tantôt, la peur de regretter, t'en as parlé, la peur d'oublier, oui, la peur de décevoir quelqu'un qui nous a offert un cadeau qu'on ne vaut plus, la peur d'oublier tout ce qui est écrit dans nos livres d'université puis qu'on relira jamais. Les notes de cours. Toutes ces notes de cours-là qu'on garde, c'est des espèces de béquilles, moi je considère, qu'on utilise pour se tenir debout, puis en les laissant partir, finalement, c'est comme si on se disait « je me suffis ». Ma mémoire me suffit, ce que j'ai appris me suffit, j'ai pas besoin de ces choses-là pour me construire. Je suis telle que je suis, j'ai pas besoin de mes notes d'université que je relirai jamais, c'est sûr et certain. Ouais, mais en même temps, les objets nous définissent. Si c'est une belle bibliothèque, tu montres que tu es intellectuel, que tu as du goût. Par exemple, les objets peuvent faire partie de notre identité. Mais choisissons-les. Soyons conscients de ceux qu'on veut garder pour que ça reflète qui on est vraiment. Donc, si cette bibliothèque-là représente réellement ce que je suis. Mais si c'est juste pour flasher que je lis des livres, ça sert à rien. Si c'est que moi, voir mes livres dans ma bibliothèque, je trippe. Si tu les avais pas dans ta bibliothèque, tu les aurais pas moins lus par ailleurs. C'est vrai que tu pourrais pas montrer que tu les as lus, mais tu les aurais pas moins lus puisque ces livres-là t'ont apporté, tu l'as toujours en toi. Fait que c'est particulier, des fois, j'avais des clients qui gardaient une maison pleine de livres en disant, puis ça, les livres, c'est vraiment, t'es vraiment pas la seule, là. Tout le monde, et dit, on commence cet exercice-là de désencombrement en disant, OK, on fait tout, mais pas mes livres, on touche pas à mes livres, les livres, c'est sacré, c'est comme, pense-y même pas. Puis j'adore ça parce que c'est tellement délicat, les livres, pour tout le monde. Mais ce que je lui disais à ce client-là, je disais, tu veux pas une maison où il y a des livres, tu veux une maison dans laquelle on lit. C'est ça que tu veux. C'est ça que tu veux transmettre à tes enfants. C'est pas d'avoir un vieux livre qui est là, puis que personne n'a jamais lu, puis que pour montrer que tu es intelligent ou pour montrer toutes ces possibilités-là, tu veux probablement, j'imagine, une maison dans laquelle on cultive l'amour de la lecture, l'imagination. Donc, pas besoin d'avoir ces livres-là pour prouver. S'il y avait personne sur Terre pour voir ta bibliothèque, est-ce que tu garderais tes livres? Si tu avais une maison dans laquelle personne ne va rentrer, est-ce que tu aurais besoin de les garder? En tout cas, on peut se poser ces questions-là. Ouais. C'est du sur-mesure. Il y en a qui vont les relire. Oui. Est-ce qu'ils vont vraiment relire les 100 livres ou les 200 livres? Non. Il y en a quelques-uns qui vont être vraiment les livres fétiches. Donc,
on revient à l'idée de ceux-là, gardons-les. Tellement. Dans la bibliothèque ou Ouais. sur la tablette. Et ils feront sens parce que c'est vraiment ce que j'aime Mhm. lire et qui me nourrit. Le reste, C'est effectivement, on est plus dans l'image. Ouais. Et on peut aussi aller chercher des ressources. Quand on dit comment éviter de se réencombrer, les livres, c'est ça aussi. Je le lis, je le garde, j'en rachète un autre. Et là, on peut se dire, bon, ben c'est là que les bibliothèques entrent en jeu. Donc, Oui. les livres des enfants, est-ce Oui. qu'on peut favoriser la bibliothèque plutôt Mhm. que de les acheter? Parce qu'il y a un roulement. Donc, des fois, c'est dans des petits choix comme ça aussi Oui. qu'on peut s'aider énormément Ouais. à ne pas conserver les Bon. objets. À go, on désencombre, on commence petit à petit, on fait ça chaque saison. Ça y est, vous m'avez contaminé, vous m'avez convaincu toutes les deux. Geneviève, Ariane, merci beaucoup. Merci. Ça a été un plaisir, merci. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!